Bonjour et bienvenue dans le podcast Capsule Women and Life. Je suis Lucie et aujourd'hui, nous allons donner la parole à toutes les femmes qui nous entourent. À travers chaque épisode, je vous invite à explorer des moments clés de la vie de femme qui pourraient être votre amie, votre voisine ou un membre de votre famille. Nous découvrirons des histoires authentiques et émouvantes, des expériences qui enrichissent notre quotidien. Que ce soit à travers la famille, la maternité, la carrière ou des luttes personnelles, chaque récit est une véritable capsule de vie qui résonne en nous toutes. Alors installez-vous confortablement, écoutez et plongez avec moi dans ces parcours inspirants. Célébrons ensemble la puissance et la résilience des femmes. Quand on est petite fille, on joue à la poupée. On invente des prénoms pour nos futurs enfants. On glisse un coussin sous notre t-shirt. Puis on grandit et on devient femme. Un jour, le désir de devenir maman s'invite dans notre esprit, s'ancre doucement dans notre cœur, prenant finalement une place profonde et viscérale dans notre corps de femme. Nous rêvons alors de ce moment magique où la deuxième barre s'affichera sur le test de grossesse. Mais parfois, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Les mois passent, les années s'écoulent, et notre corps semble sourd à cet appel intense de la maternité. Chaque cycle devient une attente chargée d'espoir, suivie de déceptions qui nous rongent. Malgré tous nos efforts, ce petit bout de nous peine à s'installer, laissant notre ventre désespérément vide. Dans ce nouvel épisode, Perline nous dévoilera son histoire et son combat pour devenir maman. Elle partagera son long parcours en PMA pour accueillir sa petite Léonie, les montagnes russes émotionnelles qu'elle a traversées et les traitements qu'elle a dû endurer. Perline se confiera également sur ses échecs si difficiles à accepter, ainsi que sur la force nécessaire pour recommencer. Elle évoquera notamment son dernier échec, peut-être le plus difficile, cette deuxième grossesse qui n'est jamais arrivée. Ce témoignage, touchant, est dédié à toutes celles qui font face à l'infertilité. Le chemin peut être semé d'embûches, mais il est aussi rempli d'espoir. Croyez en vous, en votre force et continuez à poursuivre votre rêve. Bonjour Perline, bienvenue dans mon podcast et merci d'avoir accepté de venir à mon micro pour me raconter ton histoire. Donc je te laisse déjà te présenter. Bonjour Lucie, donc moi c'est Perline, j'ai 41 ans, je suis en couple avec Marc qui a 44 ans et nous avons une fille, Léonie, qui vient d'avoir 7 ans. Ok, d'accord. Tu vis où et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je vis en Charente-Maritime et je suis infirmière libérale. Ok, donc tu vas nous raconter ton histoire, on va parler parcours PMA notamment. Donc comme j'aime bien faire dans mon petit podcast, on va remonter un peu le temps. Alors raconte-nous rapidement ta famille, où tu es née, est-ce que tu as des frères et sœurs, comment tu as vécu ton enfance ? Je suis née dans la région nantaise, dans une petite commune à une quinzaine de kilomètres de Nantes, où j'ai grandi. J'ai grandi avec mes parents et mes frères. J'ai 2 frères, un grand frère qui a 5 ans de plus que moi et un petit frère qui a 7 ans de moins que moi. Et donc tu as fait tes études d'infirmière là-bas ? Je suis restée dans la région nantaise jusqu'à mes 17 ans. Je suis montée en région parisienne pour faire mes études. D'accord. Voilà, où j'y suis restée un petit peu plus que le temps de mes études parce que j'y ai travaillé, j'ai rencontré Marc. Après, voilà. Je suis restée 8 ans. Et donc, cette rencontre avec Marc, elle a lieu où et quand ? Avec Marc, on s'est rencontrés pendant nos études. On a commencé nos études ensemble. Marc, après, est parti vivre à l'étranger pendant 2 ans. Et à son retour, on n'était pas ensemble à l'époque, et à son retour, on s'est revus. Et voilà, quelques mois après, notre histoire a commencé. Et vous avez vécu ensemble rapidement ou... On a vécu ensemble au bout de plusieurs mois, pas tout de suite, non. Est-ce que vous avez eu envie d'avoir des enfants rapidement ou c'est venu plus tard ? Non, on n'en a pas parlé. À l'époque où on vivait en région parisienne, on n'en a pas parlé, ou alors vraiment sur la fin, avant de partir. On a quitté la région parisienne en 2010 pour aller vivre très loin, dans l'océan Indien, à Mayotte. On a vécu 1 an. D'accord. Et c'est là où on a commencé à un petit peu plus en parler, où ça s'est précisé.
D'accord, ok. À cette époque, toi, tu avais toujours eu envie d'avoir des enfants ? Est-ce que c'est quelque chose que depuis petite fille tu voulais ou c'est venu sur le tard ? Non, c'est venu, oui, c'est quelque chose que je voulais, que j'avais toujours voulu. Ah oui, je me suis toujours dit un jour j'aurai des enfants. Des enfants. Et voilà, bon après ça s'est précisé, mais oui, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Ouais, Marc aussi ? Marc aussi, je pense que c'était moins pas vital, mais moins viscéral sûrement que pour nous les femmes, et encore ça ne l'est pas pour toutes, mais oui, Marc avait aussi envie d'avoir des enfants. Est-ce que tu avais une contraception ? Oui, je prenais la pilule, j'ai pris la pilule pendant plusieurs années, voilà, j'ai arrêté ma pilule quand on est rentré de Mayotte. Ouais, donc c'était en quelle année ça ? En 2011. 2011, d'accord. Donc tu arrêtes cette pilule. Et qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu as des cycles normaux ? Est-ce que... J'ai arrêté... Oui, alors complètement normaux, les cycles, ça s'est très bien passé, sauf que quand on est rentré de Mayotte, j'avais plus de pilules. Et on avait décidé, on en avait déjà parlé, on s'était dit que j'arrêterais à ce moment-là, mais sans avoir non plus un désir imminent d'enfant, parce qu'on venait de rentrer en métropole, qu'on s'installait en Charente-Maritime, qu'il fallait qu'on retrouve du travail, une maison. Donc il n'y avait aucune urgence. Ouais. Donc je n'ai pas repris de contraception, mais en se disant ça marchera quand ça marchera. Si ça vient pas tout de suite, c'est pas grave. Et voilà, mais après oui, j'ai arrêté ma pilule, mes cycles ont été... ont redémarré comme normalement. Très normalement. Donc il n'y avait pas de souci particulier de ce côté-là. Moi, j'avais aucun problème non, de ce côté-là, pas de souci. Et à partir de quel moment au bout de combien de temps vous êtes inquiété un petit peu ? Parce que du coup, il n'y avait pas de grossesse qui s'installait du tout. Non, et en plus, il s'est passé beaucoup de temps. Ouais. Alors, on se doutait que potentiellement, ça pouvait être un petit peu compliqué parce que Marc bébé a été opéré d'une cryptorchidie. C'est-à-dire, tu peux nous expliquer ce que c'est ? C'est-à-dire que quand il est né, il y a un testicule qui n'était pas descendu. C'est quelque chose qui est assez, pas courant, mais assez banal chez les bébés, qui peut arriver et qui s'opère très facilement. Il suffit de redescendre le testicule dans les bourses. Et donc ça peut être ces facteurs d'infertilité chez les hommes. D'accord. Voilà. Donc on avait ça dans un coin de notre tête, donc on savait que peut-être ce serait compliqué. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, au retour de Mayotte, j'arrête la pilule et puis on verra combien de temps ça prend et ça pourrait peut-être être long. Donc il s'est passé plusieurs mois, même quelques années. Au bout d'un an, je dirais un an et demi, on a commencé à se dire bon là ça fonctionne pas, on va peut-être consulter. Surtout qu'avant, on était pris dans l'installation. Moi je venais je commençais le libéral à ce moment-là, je venais de reprendre un cabinet, donc j'étais très occupée professionnellement. J'avais d'autres choses en tête. Voilà, j'avais d'autres choses en tête et c'est pas que c'était pas la priorité numéro 1, mais ça m'inquiétait pas plus que ça, que ça ne marche pas tout de suite. Mais le temps passant, oui, on s'est dit bon là on va peut-être consulter. Donc un an et demi après, je dirais, on a consulté, commencé les premiers examens. Et vous avez consulté un gynécologue traditionnel, en ville? Oui. Pour commencer? Oui, ouais. J'ai d'abord consulté mon gynéco et qui nous a fait faire, je crois. Alors je sais plus s'il nous a dirigé directement sur le service de PMA ou s'il a commencé par... Non, il a dû prescrire un spermogramme à Marc. D'accord. On a commencé par là, connaissant les antécédents de Marc. Ouais. Et suite au résultat de ce spermogramme, après, nous sommes allés à la PMA. Et qu'est-ce qui s'expliquait ces résultats-là? Alors, ils expliquent... Enfin, le spermogramme était pas bon. Marc a ce qu'on appelle OATS sévère, oligoasténotératospermie, c'est-à-dire qu'il a des spermatozoïdes qui sont défaillants. D'accord. En quantité, en qualité, voilà. Il y avait un peu dans tous les domaines. Voilà, il y avait plusieurs problèmes. Alors, ce qui est vraiment un problème pour pouvoir tomber enceinte naturellement, mais qui, grâce à la PMA, normalement se règle assez facilement. Ok. Et donc à partir de ce moment-là, vous avez ces premiers résultats, et là, on vous envoie vers un centre de PMA. Voilà, donc là, on a eu une première consultation en centre de PMA à La Rochelle, et là, toute une batterie d'examens a commencé, parce que du coup, on cherche chez monsieur et chez madame
donc prise de sang, examen, échographie, hystérosalpingographie, examen pas très agréable pour nous les femmes, pour aller voir les trompes, l'utérus, les trompes, les ovaires. Et est-ce que de ton côté il y a quelque chose qui va pas? De mon côté tout va bien. Ok. Aucun problème. Tous les examens sont bons. Donc là, à la PMA, ils sont assez confiants en nous disant, oui, c'est plutôt positif quand c'est que l'homme qui a un problème. C'est plus simple à régler. C'est plus simple à régler. Alors du coup, on passe directement à l'étape FIV-ICSI, parce que dans la PMA, il y a plusieurs étapes. Il y a les stimulations simples, après il y a les inséminations artificielles, après il y a la FIV simple, et après il y a la FIV-ICSI. C'est-à-dire que on micro-injecte les spermatozoïdes dans l'ovule. C'est la technique la plus poussée. La plus poussée, en fait, en FIV. Et quand les spermatozoïdes sont pas trop défaillants, on peut faire juste une FIV simple, où là, le spermatozoïde est mis à côté de l'ovule, et c'est le spermatozoïde qui fait le boulot. Qui fait le travail tout seul. Et vous, on vient l'injecter directement dedans. Voilà, au plus direct. D'accord. Voilà, ils choisissent les meilleurs spermatozoïdes qui viennent injecter dans chaque ovule. Donc là, on est en 2014. Donc ça fait déjà quand même 3 ans que t'as arrêté ta pilule. Donc le temps passe vite. Donc tu fais cette première FIV-ICSI. Donc explique-nous un petit peu le protocole. En quoi ça consiste? Moi on est parti sur un protocole, ce qui s'appelle protocole long. Donc c'est-à-dire que c'est des injections tous les jours. 2 injections par jour. Même il y a une première injection qui permet de bloquer le cycle, de se mettre en ménopause, qui permet d'être en ménopause, et une deuxième injection qui arrive par la suite pour hyper stimuler les ovaires et stimuler la production de follicules qui viendront après donner les ovocytes. Exactement. Donc ça s'étale sur plusieurs semaines, avec des contrôles réguliers par prise de sang et échographie. Voilà, donc ça dure 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça s'étale sur 3 semaines un petit peu, à peu près, je dirais, jusqu'à la ponction. Ouais, donc c'est long, et j'imagine qu'au niveau organisation, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Parce qu'il faut aller au rendez-vous à des jours précis, des heures précises. C'est donc, nous, il y avait la route, parce que donc la PMA est à 1 heure était à 1 heure de la maison. Donc faut s'organiser. Les rendez-vous, oui, quand vous y allez, vous devez retourner tel jour à telle date. Enfin, c'est 2-3 jours avant, donc on peut pas trop anticiper. Donc il faut s'organiser. Moi j'avais la chance dans mon travail d'être en étant indépendante et d'avoir une super équipe avec des super collègues, donc on s'organisait. On pouvait s'organiser et se remplacer, et voilà. Donc ça se passait bien de ce côté-là. Mais c'était du stress et une grande organisation et du stress quand même. Ouais. Et donc tu fais ce protocole pour stimuler tes ovaires, tes contrôles, et qu'est-ce que ça donne à cette première FIV-ICSI? Alors moi, tu as beaucoup d'ovocytes? Oui, je réponds très bien à chaque fois. Ce protocole marchait très bien, le premier qu'on a fait. Même presque trop bien, parce qu'il a fallu freiner et ralentir la stimulation. Parce que beaucoup de follicules, donc ça marchait plutôt bien. Une fois que les follicules sont matures, ce qu'on appelle matures, la date de la ponction est programmée, et donc là on déclenche, il y a une autre injection pour déclencher l'ovulation, et après ponction. Voilà, et là cette première ponction avait donné, je me souviens plus combien, mais à chaque fois moi j'avais beaucoup d'ovocytes de fonctionner. La récolte était bonne. Ouais. Et donc après, ils conservent ces ovocytes au laboratoire. Et là, c'est eux qui vont faire l'injection. Donc Marc, lui, se rend à la clinique pour... Voilà, au laboratoire, c'est quasiment simultané au moment où moi je suis au bloc opératoire, parce que la ponction se fait sous anesthésie générale dans ce centre de PMA. Donc en même temps, Marc, lui, effectivement, va au laboratoire. Et il micro-injecte quasiment instantanément, dans la foulée, juste derrière, il micro-injecte effectivement. Et donc pour après, on t'appelle pour te dire ce que ça a donné, ou... Avant de sortir de la clinique, ils nous disent combien ils ont pu micro-injecter d'ovocytes. D'accord, ok. Voilà. Et ensuite, on sait 2 jours après. On peut appeler, moi j'appelais en fait pour savoir, j'appelais le laboratoire pour savoir combien d'embryons,
d'embryons il y avait. Et après, il nous donne un rendez-vous 2 jours après, enfin à J3, donc 3 jours après, pour la réimplantation des embryons. Oui, alors parce que tu vas nous expliquer, mais les embryons, ça peut se réimplanter à plusieurs stades. C'est ça. Généralement, les embryons sont réimplantés au 3e jour. Ils peuvent même des fois l'être au 2e jour, à J2. Mais voilà, le plus classique, c'est à J3. Et ils peuvent aussi être poussés en culture un peu plus longtemps, 2 jours de plus, pour aller jusqu'à J5, qui est le stade embryonnaire qu'on appelle blastocyte. Donc au début, nous, on a réimplanté que des embryons à J3 sur les premières FIV qu'on a faites. Et on est passé au stade J5 plus tard. Donc qu'est-ce que ça donne comme résultat là ? Donc là, à J3 de cette première FIV, on avait beaucoup d'embryons, qui étaient plutôt de bonne qualité. Donc là, on fait le choix d'en réimplanter qu'un seul, parce que le biologiste, quand on l'avait rencontré au début du parcours, nous avait expliqué que dans notre cas, il était fortement conseillé de plutôt réimplanter qu'un seul embryon, parce qu'il y avait des grandes chances que ça marche. Et forcément, si on en met 2, le risque, c'est le risque de grossesse multiple. Donc, en plus, au début, on voulait pas forcément avoir des jumeaux. Donc on était complètement d'accord et on s'est dit, si ça marche, oui, autant réimplanter qu'un seul. Donc, on te transfère un seul embryon cette fois-ci. Donc, le résultat est négatif. Premier transfert, un seul embryon. Donc, 15 jours après, résultat, prise de sang, donc négatif. Voilà, donc premier résultat négatif. Échec. Et comment tu vis ce premier résultat négatif ? Est-ce que tu y croyais à fond ou tu disais, bon, je sais pas trop... J'étais plutôt positive parce que à la PMA, ils avaient été hyper confiants en nous disant, je me souviens de ce rendez-vous avec le biologiste où il nous disait... pour la première fois, il vaut mieux qu'on réimplante qu'un seul embryon parce qu'il y a des grandes chances que ça fonctionne. On sait que la FIV-ICSI, dans le cas de l'infertilité masculine, ça marche très bien. Il y a des grandes chances que ça marche, donc vaut mieux implanter qu'un seul embryon. Donc j'étais plutôt positive. Et puis je crois qu'on l'est à chaque fois, de toute façon. Et donc premier échec, première déception. Donc voilà, je me souviens, c'était le jour de mes 30 ans en plus. Ça tombait mal, la prise de sang est tombée le matin de mes 30 ans. Voilà. Ouais, donc c'était pas un super cadeau. Non, mauvais cadeau, voilà, mauvaise nouvelle ce jour-là. Est-ce que sur cette FIV, tu as pu congeler des embryons ? Oui, on a eu beaucoup d'embryons congelés. Plus exactement, mais il y a dû avoir peut-être 3 ou 4 embryons congelés, je dirais, parce qu'on a fait après on a fait ce qu'on appelle un TEC, un transfert d'embryons congelés, et on en a fait 2. Ouais, donc ça s'est fait dans l'année qui a suivi. Voilà, c'est ça. Quelques mois après le premier. D'accord. Donc là, toujours pas de positif. Toujours pas de positif. Donc là, la préparation est moins lourde que pour la protocole ponction entier. d'ovocytes. Voilà, parce que la stimulation est plus légère. C'est juste qu'on recrée artificiellement un cycle pour pouvoir après réimplanter les embryons dans de bonnes conditions. Est-ce que les médecins là se disent est-ce qu'il faut qu'on cherche autre chose ? Est-ce qu'ils te proposent une autre solution ? Est-ce qu'ils disent bon c'est pas grave, on repart sur une deuxième FIV-ICSI ? Est-ce qu'ils vous demandent de faire d'autres examens ou Non, là à ce stade-là, on pousse pas encore plus les examens parce que ça fait 3 échecs de transfert. Donc on part après sur on repart à zéro quoi. On repart à zéro sur une deuxième FIV-ICSI. D'accord. Sachant qu'on va rappeler un petit peu la prise en charge en PMA, en France, on a droit à 4 FIV prises en charge, c'est ça ? Exactement, c'est 4 FIV prises en charge par la Sécurité sociale et discussion pour une 5e. Donc là, vous reprenez en novembre 2015 pour cette deuxième FIV. Donc vous repartez sur exactement le même protocole ? Non, là on part pas sur le même protocole, on essaye un autre protocole parce que le premier a très bien marché, presque un peu trop. Et les ovocytes étaient de bonne qualité, mais des fois quand il y en a trop, ça peut réduire la qualité des ovocytes. Donc du coup, on essaie un autre protocole. Faut aussi en avoir un petit peu moins. Un petit peu moins, mais potentiellement de meilleure qualité, même s'ils étaient, la première fois, ils étaient bien, mais on essaie un autre protocole qui là marche un petit peu moins bien et où les ovocytes sont de moins bonne qualité à la ponction. Ah, d'accord. Voilà. Mais il y en avait quand même, moins que la première fois, mais il y en avait. Donc là, on en injecte 2. Les 2 plus beaux à chaque fois. Et c'est une nouvelle fois un échec. Là, on est à 4 ans déjà. Une année de plus.
Là, on est en novembre 2015. Ouais. Voilà, donc il s'est passé 1 an depuis le premier échec. Ouais. Et donc 4 ans, effectivement, depuis l'arrêt de la pilule. Et là, c'est dur. Et là, c'est dur. C'est de plus en plus dur ou tu sens que c'est... Alors, les échecs sont... Les échecs, à chaque fois, sont durs. À chaque fois, les échecs sont durs à encaisser. Après, moi, je suis quelqu'un qui descend vite et qui remonte vite. Donc après, on repart et on se remotive. Mais oui, les échecs, à chaque fois, sont durs. Quand on est dans l'action de la PMA, des examens, des piqûres, on est actif, c'est pas qu'on se pose pas de questions, mais on est actif, donc on y va, on est positif à ce moment-là. Ce qui est plus dur après, c'est les périodes d'attente. Le plus dur dans le parcours, c'est les 15 jours où après la réimplantation des embryons, où on attend et où là, le moindre signe, on se pose la moindre question à chaque petit signe qu'il peut y avoir, alors que c'est pas raisonné, parce qu'en plus on a des hormones, on prend de la progestérone généralement, donc qui donne des signes de grossesse. Exactement. Ouais. Donc les signes n'en sont pas. Enfin, en fait, ça. Mais c'est dur à chaque fois, parce que malgré qu'on sache tout ça, le cerveau travaille, et au moindre petite douleur, petite nausée, petit truc, on se dit là peut-être que ça a marché, peut-être que. Là, on va faire une petite pause dans ton protocole. Est-ce que dans votre couple, est-ce que vous êtes soudés, ou est-ce que il y a des moments c'est difficile et tu sens que, parce que finalement toi tu vas bien, la raison de votre infertilité c'est Marc. Est-ce que des fois t'as, comme je dirais, un petit peu pas de la rancœur, mais te dire moi j'y suis pour rien, c'est lui. Est-ce que des fois t'as l'impression de lui en vouloir, je sais pas. Non, du tout. On a toujours été hyper soudés. Moi, je suis jamais rentrée là-dedans, non. Voilà, là, on est un couple, ça marche pas, on n'y arrive pas. Et non, je me suis jamais dit c'est de sa faute, c'est à cause de lui. Non, parce que non, on a toujours marché ensemble pour ça. Ouais. Et voilà, on est toujours restés soudés, et ça, c'est toujours. Et lui, pareil, il t'a jamais dit bon bah écoute, je peux pas t'offrir d'enfant, pars, va en trouver un qui peut t'en donner. Non, on a toujours été, voilà, on s'aime, on est bien tous les deux, et ça marche pas, mais non, on est toujours restés soudés. Ouais. Et on n'a jamais évoqué le fait de se séparer à cause de ça, à cause de ces échecs, surtout que on a encore des chances. Enfin, on n'est pas arrivé au bout, et donc on y croit toujours, même si plus le temps passe, plus on encaisse les échecs, et plus ça va, plus on se dit mais si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on a beaucoup discuté de tout ça, de si ça ne fonctionne pas, si la PMA classique ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc à ce moment-là, vous avez commencé un petit peu à évoquer les pistes. On commence à réfléchir, donc forcément la piste de l'adoption, la piste de continuer la PMA. Après, on s'est dit, si on arrive au bout de nos tentatives et que ça ne fonctionne pas, est-ce que après on se dirige vers un don, don de gamètes, donc là en l'occurrence don de sperme. Mais là, c'est des questions qui se posent sur est-ce qu'on est prêt à le faire, est-ce que oui, ça engage d'autres choses. Qu'est-ce que vous avez décidé par rapport à ça? On y pense, on y réfléchit. Moi, je me suis dit, de toute façon, j'avance étape par étape, et je me suis dit, on va au bout. Et si arrivé au bout, ça fonctionne pas, là, je me poserai la question. Voilà. On savait les options qu'on avait. Ouais. Et je me suis dit, on va au bout. On va au bout du parcours classique de PMA, et on verra après. Ouais, tu voulais pas trop te décider. Voilà, je m'étais pas décidée, parce que voilà, c'est des questions qui sont quand même difficiles, compliquées, où là, c'est d'autres questionnements. Et je me suis dit, je me poserai la question en temps voulu, si ça arrive. Marc, lui, était prêt. Voilà, il m'a dit si on doit passer par le don. Ouais, il y voyait pas d'inconvénient, lui. Voilà, Marc, il m'a toujours dit, c'est parce que dans le parcours de PMA, c'est pour les femmes que c'est plus compliqué, physiquement. Oui, c'est toi qui supportes les traitements. C'est nous qui supportons les traitements. Pour les hommes, c'est beaucoup moins compliqué. Et il m'a toujours dit, si ça marche pas, si tu veux pas qu'on continue, on arrêtera. Si on doit faire... Marc était prêt pour passer par le don de sperme si ça fonctionnait pas. Ok, donc là,
la deuxième FIV est terminée, vous allez attaquer donc la troisième. Donc vous gardez le même protocole que pour la deuxième? Non, là du coup, troisième FIV, on repart sur le premier protocole qui avait mieux fonctionné, qui là fonctionne bien, comme la première fois. À la différence que là, on décide, étant donné qu'il y a eu beaucoup d'échecs d'implantation d'embryons à J3, là ils se disent, il y a quand même il y a peut-être un problème au niveau embryonnaire pour qu'il y ait eu tant d'échecs avec des embryons de J3 qui ne prennent pas, alors que c'était des beaux embryons. Donc là, ils décident avec notre accord, de ne pas réimplanter de J3 et de laisser tous les embryons en culture jusqu'à J5 pour voir ce qui se passe. D'accord. Et là, ça a été la douche froide parce que J5, il restait aucun embryon. Alors que on devait avoir, à chaque fois, on avait 6-7 embryons, dont, de plutôt bonne qualité. On n'en a réimplanté aucun, on les a tous laissés en culture, et on s'est rendu compte qu'au 4e jour de culture, c'est un stade qui est un peu compliqué au niveau embryonnaire. Et nous, c'est à ce stade-là que tous les embryons ont arrêté leur développement. Donc à J5, 0 embryon. D'accord. Donc là, ça a été la douche froide, parce que là, on se dit, il y a vraiment un problème. Ok, le problème au niveau du développement embryonnaire. Donc là, avant de recommencer une nouvelle FIV, là, du coup, on a repoussé un peu plus les examens. Marc a été opéré entre-temps de ce qu'on appelle un varicocèle, c'est une petite varice au niveau d'un testicule, donc a été embolisé. Qui aurait pu améliorer le spermogramme. Exactement. Ouais. Ça a eu un effet d'ailleurs Ça a sûrement eu un effet parce que les spermogrammes, ça variait. Il y avait des spermogrammes qui étaient des fois mieux que d'autres. Petite amélioration. Okay. Et après, on est reparti pour une nouvelle FIV, donc qui était la 4e, mais officiellement la 3 bis. Oui, puisque du coup, la 3e ne compte pas pour la Sécu parce qu'il n'y a pas de transfert. Voilà. C'est donc, ça. Quand il n'y a pas de transfert d'embryon, elle n'est pas comptabilisée. Elle n'est pas comptabilisée, exactement. Ça, c'est plutôt cool. Donc c'était une 4e, mais officiellement une 3 bis. Et donc là, même protocole. Même protocole. Ouais. On repart sur ce protocole long. Oui, même protocole qui marche plutôt bien, où à chaque fois on arrive à obtenir pas mal d'ovocytes plutôt de bonne qualité, donc on repart sur toujours ce même protocole. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils décident de toujours pousser au blasto? Alors là, non, on réimplante 2 embryons à J3. Parce qu'ils estiment qu'un embryon est toujours mieux in utero que in vitro. Moi, j'aurais été pour pousser à J5 parce que ça nous permet de savoir si les embryons tiennent ou pas. Mais on implante quand même 2 embryons à J3. Tentative une nouvelle fois négative, qui ne donne rien. Et là, au 5e jour, j'appelle le laboratoire pour savoir, parce que du coup, les autres embryons qu'on n'avait pas implantés, ils ont réimplanté les 2 plus beaux embryons, et les autres ont été laissés en culture. Et là, à J5, on a un embryon qui a tenu, qui est plutôt de bonne qualité, qui est pas magnifique, qui aurait pu être beaucoup mieux, mais qui est déjà très bien et qui est en tout cas de qualité suffisante pour pouvoir être congelé. Donc là, ce bel embryon a été conservé. Ouais. D'accord. Donc là, on est en juin 2017. Voilà. Donc on est déjà à 6 ans de l'arrêt de ta pilule, presque. Ce petit esquimau qui est au congélateur. Donc ça va être le transfert d'embryon congelé, donc de cette 3e FIV, donc au stade de blasto. Donc là, on est en mars 2018, donc presque plus de 9 mois après. Voilà. Et comment ça se fait que tu as attendu aussi longtemps? Je me souviens plus, mais entre le travail, je me souviens, on s'est fait un voyage en novembre. Au mois de novembre, on est parti. C'est vrai que le temps passe vite. Ouais. Le temps passe vite, et puis, oui, la période d'été, le travail. Oui, puis il faut être quand même disponible, même si tu repars sur un petit protocole. Faut quand même être dispo pour les rendez-vous. Donc, c'est ça. Donc voilà, les obligations de la vie font que des fois il se passe du temps. Et là, c'est vrai qu'il s'est passé, passé plus de 6 mois, presque 9 mois. Et puis il y a aussi le temps à chaque fois quand on se décide d'y retourner, le temps de reprendre. On n'a pas forcément un rendez-vous tout de suite. Les délais à la PMA sont quand même assez longs.
Donc voilà, donc à chaque fois ça pousse entre nos obligations personnelles, professionnelles et les délais de la PMA, et ben le temps passe. Pour ce transfert d'embryon congelé, donc tu refais le petit protocole, parce qu'il y a aussi la décongélation de cet embryon. C'est pas forcément sûr que ça décongèle bien. Exactement. Le risque avec la décongélation des embryons, ce qu'on avait déjà expérimenté à plusieurs reprises depuis le début du parcours, on est obligé de se préparer, de faire la préparation hormonale pour ce transfert d'embryon. Mais on sait que le jour J, le jour de la réimplantation, si les embryons ont tenu à la décongélation, parce que ça c'est aussi le risque, c'est que quand il faut qu'ils tiennent à la congélation et à la décongélation. Et donc on le réimplante fin février 2018. Ok. Donc là une nouvelle fois, commence cette fameuse période d'attente où là, je crois qu'à chaque fois j'y crois. J'ai toujours de l'espoir et heureusement parce que sinon on continuerait pas. J'y crois à chaque fois, mais là j'y crois sans y croire en me disant on a essuyé beaucoup d'échecs, pourquoi ça marcherait cette fois-ci ? Ouais, t'es un petit peu moins optimiste là. Ok, c'est un J5, mais on a déjà fait beaucoup de transferts. J'y crois. Voilà, avec la différence que là, c'est la première fois que c'est un J5. Et donc je me dis peut-être que cette fois-là ça va être la bonne, mais voilà, mais c'est très bizarre parce que on y croit, on veut y croire, mais est-ce qu'on se protège pas des fois en se disant je crois que on se connaît un peu comme ça en me disant allez, je vais partir du principe que c'est pas bon pour pas être déçu, mais en fait ça ne marche pas parce qu'on est quand même toujours hyper déçu quand ça ne fonctionne pas. Mais là, cette fois-là, il se passait rien en plus de plus ou moins d'habitude. J'avais pas on est hyper à l'écoute du moindre symptôme, comme je te disais tout à l'heure. Oui, mais c'est vrai qu'avec les hormones, mais avec les hormones, c'est faussé. Et ça, je le savais très bien, mais n'empêche que le cerveau travaille quand même et on se pose quand même plein de questions. Mais là, moi, il se passe rien de plus que d'habitude. Donc, je me dis, c'est sûrement une nouvelle fois un échec. À la différence que j'avais des douleurs dans le ventre à type de règles. Pour moi, c'était des douleurs de règles, donc je me dis voilà, mes règles arrivent, donc je pense que ça n'a pas marché. Et je sais plus, je ne crois pas que j'avais fait de tests. J'en ai pas forcément fait à chaque fois des tests des tests urinaires de grossesse avant les prises de sang. Je pense que j'avais peur à chaque fois et j'attendais la prise de sang, peut-être aussi pour rester dans l'espoir jusqu'au bout. Et donc là, je fais la prise de sang 15 jours après. Et là, positif. Donc là, forcément, inespéré. C'est la première fois ? C'est la première fois. Ouais. Première fois que c'est positif. Et là, aucun doute. Enfin, là, c'était un vrai positif. Enfin, voilà, le chiffre, il y avait aucun doute, c'était positif, ça avait fonctionné. Quand tu découvres ce résultat, t'es toute seule ou Marc est avec toi ? Je suis toute seule. Et forcément, j'appelle Marc tout de suite. Et là, on est euphorique. Et voilà, là, ça a été le début de cette grossesse. Ouais. Et comment tu la sens cette grossesse ? Est-ce que là, une fois que c'est positif, tu te dis c'est parti, allez go ? Est-ce que tu restes un petit peu sur la réserve, un peu t'y crois pas Est-ce que tu vis à fond ton positif ou est-ce que t'es toujours un petit peu quand même sur la retenue et que tu mets un petit moment avant d'accepter Alors, pas du tout. Moi, j'ai toujours été hyper sereine. Et bizarrement, parce que pourtant, je savais très bien qu'avec je connaissais les risques, on sait très bien que la grossesse, le premier trimestre, c'est la période la plus compliquée, le plus difficile à passer. Qu'il y a des risques, le risque de fausse couche est quand même présent, encore plus avec un parcours PMA. Avec une FIV, il y a un risque de fausse couche qui est légèrement augmenté par rapport à la normale. Ça, je le savais très bien. Mais j'ai toujours été hyper confiante. Je sais pas pourquoi, toujours hyper confiante. Marc l'était beaucoup moins. Ah ouais. Marc, à chaque fois, il me disait non, mais on n'a pas encore fait l'échographie, tant qu'il n'y avait pas l'échographie. Et ça a été ça jusqu'au bout. Donc, je lui dis mais arrête, tout va bien, tout se passe bien. Moi, j'ai été confiante et sereine toute ma grossesse. Lui, un peu sur la réserve. Et lui, toujours dans l'attente de la grosse, Et l'étape d'après. De l'étape d'après, de l'échographie d'après, et
Mais non, ouais, j'ai toujours été surprise de réagir comme ça parce que cette grossesse, elle était plus que précieuse pour nous. Mais j'étais très sereine, j'ai continué à travailler, j'ai travaillé d'ailleurs jusqu'à 6 mois et demi de grossesse. J'ai vécu cette grossesse vraiment très sereinement. Malgré que très rapidement j'ai eu pourtant des contractions qui sont apparues assez tôt dans la grossesse, mais j'étais suivie, tout allait bien, donc j'ai continué à travailler et en ayant un travail en plus pas quand on est infirmière libérale, forcément on fait beaucoup de trajets, on est beaucoup en voiture, on descend, on monte, c'est pas le travail idéal pour une grossesse, mais moi j'étais sereine, j'étais confiante. Et puis je me serais pas vue non plus, enfin s'il avait fallu bien sûr que j'aurais arrêté de travailler. Marc derrière était lui moins tranquille, donc lui il aurait préféré que j'arrête de travailler et que je sois plus cool mais moi j'étais plutôt sereine et voilà, et je l'ai été toute ma grossesse. Et donc tu as accouché J'ai accouché au mois de novembre, le 14 novembre. Et alors vas-y, raconte-nous cet accouchement. Est-ce que ça a été? Comment ça s'est passé? Alors avant l'accouchement, il y a eu une période un peu plus compliquée où je me suis retrouvée alitée quand même pendant plus d'1 mois. J'en étais à 6 mois et demi de grossesse quand un jour j'ai eu des contractions quand même plus importantes que d'habitude. Et là j'ai consulté et mauvaise nouvelle, mon col était alors pas ouvert mais raccourci. Donc là a fallu que j'arrête de travailler et que je sois alitée. Donc là, on m'a dit alitement pas jusqu'à la fin de la grossesse, mais au moins jusqu'à 1 mois avant la date présumée de l'accouchement. Et là, on est donc, je suis en termes de semaines, je me souviens plus, mais je suis à peu près à 6 mois et demi de grossesse. Donc là, j'ai eu le droit aussi à la fameuse injection pour l'intramusculaire de corticoïdes pour améliorer des poumons, pour la maturation des poumons du bébé. Et après c'est alitement. Donc c'était pas un alitement strict et je pouvais quand même me lever de temps en temps, mais j'étais toute la journée dans mon canapé. Voilà. Et bizarrement, pour moi, j'ai vécu une grossesse en or. J'ai pas du tout mal vécu cette période. J'étais bien, toujours sereine. Alors il y a eu cette petite appréhension, ça a quand même été une douche froide en me disant si j'accouche prématurément, surtout que les premières semaines on était quand même en grande prématurité, donc c'est-à-dire que si j'avais accouché tout de suite, aurait fallu aller dans une maternité de niveau 3, donc à Poitiers, c'était pas à côté. Donc il y a eu cette petite quand même inquiétude au début. Et puis bon, au fil des semaines, ça s'est passé. Et puis la fin de la grossesse, bon après j'ai pu bien profiter du dernier mois parce que j'ai pu après me lever. Alors ça a pas duré 1 mois parce que j'ai accouché 11 jours avant la date prévue. Et ça s'est passé en pleine nuit, à 3h du matin, j'ai eu des contractions que j'ai tout de suite reconnues parce qu'elles étaient vraiment très fortes, de plus en plus rapprochées. On les reconnaît les vrais, hein? On les reconnaît, oui. Ça fait très mal. Ça fait très mal et du coup j'ai réveillé Marc. J'ai pas réveillé Marc tout de suite. J'ai attendu, j'observais et puis là je sentais bien que c'était vraiment de plus en plus rapproché. Donc là je me suis dit non, je peux pas attendre, je vais pas aller prendre un bain tranquille et tout. Non, j'ai tout de suite réveillé Marc, surtout que lui était censé aller travailler le lendemain matin. Donc a fallu qu'il se fasse remplacer. Et donc on est parti tout de suite à la maternité. Et j'ai pas accouché tout de suite parce que l'accouchement a été long. Ça a duré plus de 12 heures et notre petite Léonie est née 12 heures après, à 15h de l'après-midi. Et alors? Là, grande surprise qu'en plus nous avions décidé de ne pas connaître le sexe du bébé. Je pense que si on n'était pas passé par la PMA, je sais pas si on aurait fait ce choix-là, mais là, cette grossesse, elle était tellement précieuse, ça avait été tellement compliqué qu'on a voulu rajouter un petit peu de magie à tout ça. Et c'est plus Marc qui voulait, ça lui tenait vraiment à cœur de ne pas savoir.
Moi, j'aurais aimé savoir parce que pour l'organisation, les filles, c'est toujours plus pratique de savoir et de pouvoir anticiper les choses. Mais en même temps, je trouvais ça tellement génial et magique de pas savoir. Oui, puis c'était votre petit truc à vous. Voilà, vous avez finalement cette grossesse, elle a été très surveillée, très médicalisée, très. Vous avez rien décidé en fait. Donc là, c'était un peu à votre petite partie, rien qu'à vous, quoi. Voilà, même si nous on savait pas non plus, c'est pas, on l'a pas caché aux autres, nous on ne savait pas non plus, c'était la surprise. Et c'est vraiment quelque chose de génial parce qu'on s'imagine des choses, on a des intuitions. Les gens vous disent ah non mais moi je suis sûre que c'est un garçon. Et moi j'avais aussi au fond de moi c'est pas une intuition, mais j'aurais rêvé avoir une fille. Alors pourquoi je sais pas. Enfin si j'avais eu plusieurs enfants, j'aurais aimé avoir les deux, mais c'est vrai qu'on se dit toujours si j'ai qu'un enfant, qu'est-ce que voilà. Et je crois que mon rêve c'était d'avoir une fille, peut-être aussi parce que j'étais entourée de frères. Mais je me suis dit j'avais plus une intuition pour un garçon. Et là ça a été on l'a même pas vu tout de suite parce que l'accouchement était un peu compliqué. Quand elle est sortie, il a fallu la sortir rapidement et donc au début on n'a pas vu tout de suite et puis ah oui mais au fait c'est quoi, c'est un garçon ou une fille? Et là quand on a vu que c'était une fille, c'était waouh. Alors là ça nous a fait beaucoup rigoler parce que beaucoup de monde s'était trompé et puis qu'en fait on ne sait pas. Ouais, jusqu'au bout. Là Marc il réalise parce que du coup lui qui était très très angoissé de tout un peu pour cette grossesse, là tu sens qu'il lâche ou Ouais, alors pas angoissé de tout mais il était beaucoup moins serein que moi. Ouais. Mais là non, là on est sur un petit nuage. Là tout va bien, le bébé va très bien, il y a là il y a plus d'inquiétude et puis ça y est, c'est réel. Ouais. Même si pour moi je crois que c'était réel avant, mais c'est vrai que le jour de l'accouchement c'est ouais. Voilà, toutes les femmes qui sont passées par là le savent, quand on a son bébé dans ses bras, c'est... Et là tu te dis oh là là, j'ai fait ça, c'est pas pour rien, ou tu te dis je recommencerai 10 fois s'il le faut, tout ce parcours là, toutes ces années. Je sais pas si je me suis posé cette question, mais oui, là on se dit ça a enfin marché. Enfin c'est, je sais pas si je me suis plutôt posé ces questions au début de la grossesse plus que après au moment de l'accouchement, mais en tout cas c'est sûr qu'on n'a rien regretté. Je me suis jamais posé la question, je crois, de me dire et si c'était à refaire tout ça. Mais oui, bien sûr que ça aurait été oui parce que c'est tellement magique. Alors c'est sûr qu'il s'est passé beaucoup de temps, que ça a été très long, mais ce qui est dur c'est de ne pas savoir si ça va fonctionner ou pas. Ouais, si on vous dit au début écoute ça va fonctionner un jour, par contre sois patiente, il va peut-être se passer quelques années. On le sait, mais c'est vrai que là ce qui est dur c'est de ne pas savoir si ça va fonctionner. On avance en terre inconnue en se disant peut-être qu'on va essuyer que des échecs et que ça ne va jamais marcher. Ouais. Est-ce que tu as senti un petit peu la pression sociale? Est-ce que c'était difficile parce que ça on l'a tout droit hein, et c'est pour quand le bébé et pourquoi vous avez pas d'enfant et parce que ça les gens se posent. Alors après je pense que tu n'étais peut-être pas forcément fermée à ce sujet parce qu'il y en a qui veulent garder ça pour eux. Je sais pas quelle est votre position là-dessus. Mais voilà, est-ce que tu as senti que les gens des fois c'était pesant tout ça? Alors nous, ça a jamais été un sujet tabou, on en a parlé toujours assez facilement et ouvertement de tout ça avec Marc, tous les deux, avec l'entourage, la famille, les amis. Donc après je disais ou pas, mais oui c'est vrai qu'on passait un certain âge, alors c'est pour quand effectivement, c'est pour quand le bébé, et puis il va falloir commencer à y penser, et puis... Alors souvent, moi, je disais, je dis, vous savez, c'est pas si facile que ça. Enfin, on y pense, mais c'est compliqué pour nous, et voilà. Je me suis jamais braquée, vexée. Voilà, souvent je répondais aux gens plus ou moins, je détaillais plus ou moins mes réponses. Mais en tout cas, non, je me suis jamais formalisée et heureusement parce qu'on entend beaucoup, beaucoup. Et ces premières semaines, ça se passe bien? Léonie allait très bien, c'était un bébé en pleine forme, un bébé qui se portait à merveille. Donc un bébé qui ne pleurait presque pas, qui était, le bébé parfait. J'ai aidé à... Ce petit bébé sage, après toutes ces années de dur labeur,
qui arrivait comme ça. Très Ah ouais, cool. ah oui, on pouvait pas rêver mieux. Un bébé parfait, enfin, je pense surtout un bébé qui allait bien et ce qui nous a permis assez rapidement de penser à une deuxième grossesse. À partir de quand vous êtes dit vous allez faire ce deuxième bébé? Et ben en fait, on y a pensé assez rapidement parce que vu qu'on avait un bébé très facile, je pense que ça aurait été plus compliqué, on aurait sûrement attendu même si le temps passait parce que Léonie est née. Quand Léonie est née, j'avais 34 ans. Donc voilà, l'horloge biologique tourne. On se dit aussi, si on veut recommencer, on va pas attendre trop longtemps, surtout s'il faut autant de temps que la première fois. Et du coup, on est reparti à la PMA 1 an et demi après. Ouais, à peu près en mars 2020. Donc Léonie avait 1 an et demi. Donc sachant que de la troisième FIV où Léonie est arrivée, il ne restait aucun embryon congelé là. Il y avait plus rien là. Non, il y avait eu qu'un embryon, un J5 de congelé, donc là, on n'avait plus d'embryon. Donc là, on repart part à zéro. Ouais. Exactement. D'accord. Donc là, vous repartez sur le même protocole? Là, on repart toujours sur le même protocole, voilà, ce fameux protocole qui fonctionne, qu'on a toujours fait, hormis à la deuxième FIV. Donc on repart sur ce protocole long qui fonctionne. Et là, on fait qu'il n'y a pas de transfert à J3, mais on insiste un peu pour pousser tous les embryons à J5 pour pas réimplanter de J3. Eux, à la PMA, préfèrent réimplanter en se disant que l'embryon est mieux dans l'utérus de la maman que au laboratoire. Mais nous, on sait que ce stade de J4 est compliqué à passer et que si on les pousse tous à J5, au moins on sait. On sait s'il y a pas, et voilà. Et sur cette première FIV de ce deuxième parcours, on pousse, il n'y a pas d'implantation à J3, on pousse tous les embryons. Et là, on a un blastocyte, un très beau blastocyte qui est vraiment qui est de très belle qualité, que nous n'avons pas pu réimplanter parce qu'on est en mars 2020, donc période du Covid. C'est le début du Covid. Du Covid, et au moment où on vient de faire la ponction, le lendemain, je crois, ou 2 jours après, la décision tombe au niveau de la PMA Oui, parce que c'est le début du confinement, là. C'est ça? Ouais, ça doit tomber au moment du confinement. Ouais. Et là tombe la décision d'arrêt de toute activité de PMA en France. Donc là, l'embryon, dans tous les cas, n'aurait pas pu être réimplanté et a été congelé. Ce qui pour nous n'était pas une mauvaise chose parce que la première fois, ça avait fonctionné sur un transfert d'embryon congelé. Oui, donc vous vous projetez finalement plutôt là-dessus. Là, on sait qu'on a un très bel embryon qui va être congelé. Moi, comme d'habitude, je suis toujours un petit peu en hyperstimulation, donc voilà, c'est pas plus mal de ne pas enchaîner tout de suite. Et puis, quand on fait un transfert d'embryon congelé, on est un peu plus préparé, la préparation est plus légère. Enfin, le corps ce sont des conditions peut-être un peu plus optimales pour la réimplantation. Et du coup, on réimplante cet embryon qu'au mois de juin. Après, on laisse passer quelques mois, on attend que la PMA reprenne. Ouais. Et puis voilà, donc on l'implante quelques mois après. Donc là, on est assez confiant. Puis là, c'est la douche froide parce que ça n'a pas marché cette fois-là. Voilà. Oui, puis là, vous étiez un peu projeté sur peut-être le parcours de Léonie. Cet embryon congelé qu'on réimplante après, un peu le même schéma. Et pour vous, c'était ça qu'il fallait, quoi. C'est ça. Moi, je me disais, le seul J5 qu'on a réimplanté, ça a fonctionné tout de suite. Parce qu'on sait que nous, le stade de J4 est compliqué. Une fois qu'on arrive à le passer, on sait que ça fonctionne. Et non, malheureusement, ça marche pas à tous les coups. Ouais. Cette fois-là, ça n'a pas marché. Alors, après aussi, le problème venait de Marc, mais à force de chercher, parce que au fil de la PMA, quand ça ne fonctionne pas, on n'a jamais enchaîné deux FIV sans rechercher le pourquoi ça fonctionne pas. Et donc on enchaîne quand même pas mal d'examens. Et à force de trouver, moi on trouve quelque chose. J'ai un problème au niveau j'ai un problème au niveau de mes anticorps. J'ai des anticorps assez élevés. Et ça peut ça peut jouer un rôle dans la réimplantation des embryons. Donc on me met assez rapidement, je sais plus si c'est à la deuxième ou
troisième FIV avant d'avoir Léonie sous petite dose de corticoïdes pour essayer d'améliorer la prise de l'embryon si jamais c'est ça qui pouvait jouer sur le fait que les embryons ne prennent pas. Mais là du coup c'est vrai que sur cette réimplantation on est plutôt assez positif en se disant c'est un J5, il est très beau, donc on est assez positif. Et malheureusement ça ne marche pas. Donc là on tombe de haut et quand on est reparti dans le parcours PMA, je me suis dit, j'avais vraiment ce souhait d'avoir un deuxième enfant. Mais je me disais, si ça fonctionne pas, on a réussi à être parents, on a Léonie, on est les plus heureux du monde. Et si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Et je pensais pas que l'échec serait, en fait, c'était comme la première fois. L'échec est difficile. Ouais. Finalement, ta relativisation d'avant, ça tombe, quoi. Ça tombe, ouais. En fait, c'est tout ce que tu t'étais dit, une fois que t'es dedans, c'est une fois qu'on est dedans, on part remotivé à bloc et... Ouais. Et là, les échecs sont... Et là, l'échec est difficile. Il y a eu d'autres échecs parce qu'on a refait 2 autres tentatives de FIV elles aussi étaient négatives. On a refait une deuxième FIV en septembre 2020. Donc 3 mois après ce négatif, et là on a poussé tous les embryons à J5. Il y a eu un blastocyte qui a été implanté, qui n'était pas le plus beau des plus beaux, mais bon, qui n'a pas pris non plus. Et à ce stade-là, est-ce que parce que du coup mine de rien, toi, tu t'injectes beaucoup d'hormones, c'est quand même pas rien pour le corps. Est-ce que, je sais pas si les médecins, ils vous disent, bon, là, je sais pas, on n'est pas très confiants. Est-ce qu'ils sont toujours confiants, là, dans votre reprise de parcours ou pas? Alors, confiants, je sais pas. En tout cas, on nous a jamais freiné à continuer. C'est plus nous qui nous posions des questions. Moi, je me disais, j'ai déjà fait, du coup, avant d'avoir Léonie, il y avait eu 4 ponctions, donc 4 hyperstimulations. Là, on continuait, donc 5, 6. En tout, j'ai fait 7, il y a eu 7 FIV, 7 ponctions d'ovocytes. Et moi, j'ai toujours eu cette interrogation des conséquences à long terme de ces prises d'hormones. Le médecin qui me suivait à la PMA m'a toujours rassurée là-dessus en me disant que oui, ça restait des hormones, que c'est pas forcément bon d'en prendre trop, mais qu'on risque pas. Moi, ma plus grande inquiétude, c'était le cancer du sein. Et il m'a plusieurs fois rassurée en me disant l'hyperstimulation ne va pas créer, ne risque pas de créer un cancer. Par contre, si le cancer est là, ça peut l'accélérer. Voilà. Donc voilà, donc j'étais assez confiante, mais j'ai toujours eu ça dans un coin de ma tête en me disant j'en ai déjà fait 4, j'en ai déjà fait 5, j'en ai déjà fait 6. Et voilà, et les échecs s'enchaînent, et là j'ai fait du coup 7. Donc la 7e FIV, oui. La 7e FIV, donc pour la 2e tentative, on en est à la 3e. Donc là, on est en avril 2021. Voilà, quand là ça fait 1 an que tu as repris c'est la ça. PMA pour ce 2e bébé. Et là, qu'est-ce que ça donne, cette FIV-là? On fait pas de transfert tout de suite, mais il n'y a pas de congélation de J5. C'est de la congélation de J3. Alors, je sais plus pourquoi. On a fait 2 transferts d'embryons congelés qui n'ont pas fonctionné. Et là, depuis, on n'a jamais repris la PMA. Pourquoi? Parce que là, en plus, donc là, on est à la 3e, donc il vous en restait une. Il nous en restait une officiellement, ouais. Prise en charge sécurité sociale, il nous en restait une parce on repart à 0 quand il y a une naissance, forcément on repart à 0, donc on repart pour 4 tentatives. Et là, on s'est arrêté à 3 tentatives. Donc officiellement, il nous reste une tentative. Et on l'a jamais faite. Et pourquoi alors vous êtes pas allé au bout? Est-ce que ça a été une décision de vous deux, de toi? C'est moi qui ai décidé d'arrêter. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain parce qu'en fait on se dit bon, ok, on sait qu'on peut, il nous reste encore une tentative. On y va pas, on recommence. Marc m'a toujours dit c'est ton choix.
Marc m'a toujours dit, moi je suis le plus heureux du monde avec notre fille. Si on en a un deuxième, c'est bien. Si on n'en a pas d'autre, c'est pas grave. Voilà, si tu veux qu'on recommence, on recommence. Qu'il savait que les traitements étaient lourds à chaque fois et les déceptions grandes. Donc il me disait, c'est ton choix, ta décision. Et cette dernière tentative, on l'a pas faite. Parce que je me posais toujours ces questions dans les traitements sont lourds à chaque fois. Les déceptions sont grandes. Donc je me dis, est-ce que finalement on sait que pour nous les chances sont réduites parce que ça n'a pas beaucoup fonctionné et que c'est compliqué. Et je me sentais pas prête à un nouvel échec et à recommencer ce parcours. Et donc on n'est jamais allé faire cette dernière tentative. Voilà. Et oui, finalement, ce que tu appréhendes le plus, finalement, c'est peut-être plus l'échec. Te dire, je vais aller au bout et ça marchera jamais. C'est ça, l'échec est difficile. Parce que quand on repart dans le processus, on y va, on se pose pas de questions, on est dedans. Mais l'échec à chaque fois, et j'aurais vraiment pensé que les échecs de ce deuxième parcours seraient beaucoup plus faciles. Et en fait, non. Même si, alors, il y a pas de deuil à faire d'enfant parce que nous, ça a marché une première fois. Mais c'est quand même un deuil, hein. C'est quand même le deuil d'un deuxième enfant à faire qu'on n'a pas. Et c'est dur. Non, c'est dur, donc, puis on est très heureux tous les trois, on est très bien tous les trois, donc mais voilà, j'ai eu la chance d'avoir une grossesse qui s'est déroulée à merveille. J'ai adoré cet état j'ai adoré être enceinte, donc j'aurais vraiment voulu recommencer de nouveau pour voilà. J'aurais aimé qu'on n'ait pas un enfant unique, j'aurais aimé que Léonie ait un grand frère ou un petit frère ou une petite sœur. Et puis c'est surtout ça après qui m'a motivée pour qu'on recommence. Alors est-ce que parce que aussi mon schéma familial a fait qu'on était trois et que même avec beaucoup d'écart avec mes frères, c'est vrai que ça me faisait peur à l'idée d'avoir un enfant unique. Même si au début du parcours on se pose pas ces questions quand ça fonctionne pas, mais une fois qu'on en a un, on se dit bah ouais, ce serait bien en fait s'il y en avait un deuxième. Mais ça marche pas toujours. Et Léonie, elle te pose la question? Alors Léonie, la question est venue très tard. Là, elle a 7 ans et elle nous a réclamé un petit frère ou une petite sœur il y a 1 an à peu près. Donc c'est venu très tard. Au début, elle en parlait pas. C'était pas du tout un problème pour elle de pas avoir de petit frère ou de petite sœur. Pourtant, elle voit beaucoup autour d'elle de copains, copines qui ont des frères et des sœurs. Mais elle se posait pas la question, donc je me disais, c'est génial, tant mieux, elle est bien comme ça, et puis ça a fini par arriver, ouais, elle avait 6 ans à peu près. Et en nous réclamant un petit frère ou une petite sœur. Donc là, on lui a dit que, non, qu'on avait déjà eu beaucoup de difficultés à l'avoir, que ça avait pas été facile, et que du coup, non, elle pourrait pas avoir de petit frère ou de petite sœur, mais que c'était pas grave, parce que du coup, elle a son papa et sa maman pour elle toute seule, qu'elle a plein de copains et copines, et donc maintenant elle en parle moins, des fois, si, des fois, elle sait que c'est pas possible, donc voilà, puis elle voit beaucoup d'enfants, elle a ses copains, ses copines, oui, on fait en sorte qu'elle voit du monde, ouais. Voilà, on fait en sorte qu'elle voit du monde, ouais. En dehors de l'école, elle fait pas mal d'activités, donc elle voit d'autres enfants. Et est-ce que vous avez avec Marc quand toi tu as pris cette décision de pas faire cette 3e FIV, est-ce que vous avez repensé aussi aux autres solutions, l'adoption, ou éventuellement de refaire un autre protocole par un autre moyen, ou non? Non, pas du tout. Non. La question c'est est-ce qu'on fait cette dernière tentative ou pas? On s'est encore posé. Marc m'a encore posé la question il y a pas si longtemps que ça, en me disant mais si tu veux qu'on fasse cette dernière tentative, on y va. Et des fois je me dis est-ce que je l'ai pas faite non plus en me disant ça me laisse toujours une petite porte ouverte. Je crois que pendant quelques années je me suis dit ça, je me suis dit tant
tant que la dernière tentative n'a pas été faite, ça me laisse une porte ouverte et je sais que peut-être il y a encore un petit peu d'espoir. Même si maintenant je suis plus du tout là-dedans parce que j'ai 41 ans et que... C'est jusqu'à quel âge la PMA ? 43 ans. D'accord. Donc voilà, j'ai eu Léonie, j'avais 34 ans. C'était... Bon, à l'heure d'aujourd'hui, pas tellement tard, mais bon là, 7 années se sont passées, maintenant 41, oui. Voilà, c'est... Non, là maintenant, je crois que Ouais. j'ai accepté le fait que qu'il y aura pas d'autres enfants. Même si, effectivement, la porte est pas complètement fermée, parce que j'ai pas encore 45 ans et que, si on veut, on peut retourner faire cette dernière tentative. Mais... Oui, puis est-ce que vous avez... Je pense que tu as, comme tu dis, finalement fait un petit peu le deuil de ce deuxième bébé. Et puis, t'as aussi ta famille qui est là, puis vous avez votre... voilà, ton noyau est là. Et tu te sens bien comme ça, en fait, aussi. Complètement. Ouais. On est hyper heureux tous les trois. T'as pas l'impression qu'il te manque un truc viscéral, quoi. Non, là, c'est plus viscéral. Même si ça l'a comme été. La première fois. Ouais, même si ça l'a été. Et encore, c'était vraiment plus pour Léonie, pour qu'elle ait un petit frère ou une petite sœur. Moi, ce besoin viscéral, non, c'était plus viscéral. Oui, j'aurais aimé reconnaître, enfin, revivre de nouveau une deuxième grossesse. Avoir un deuxième enfant, élever un autre enfant, mais c'est plus de l'ordre du viscéral, non. Et puis on est hyper heureux tous les trois, ça se passe très bien, enfin on est une petite famille, mais on est très bien comme ça. Et donc pour conclure un petit peu cet épisode, qu'est-ce que tu dirais qui est le plus difficile dans ce parcours PMA ? Est-ce que c'est l'attente, la longueur, le fait d'être tout le temps en compagnie de médecins dans un protocole? Est-ce que c'est les échecs? Est-ce que c'est l'attente qui a été le plus difficile pour toi? Pour moi, le plus difficile, ça a vraiment été les échecs à chaque fois. Parce que le côté hyper médicalisé de tout ça... Moi, j'ai eu la chance, en plus, physiquement, de toujours très bien supporter les traitements, ce qui n'est pas le cas pour toutes les femmes, malheureusement. Physiquement, ça s'est toujours très bien passé. J'ai jamais eu jamais eu d'effets secondaires. J'ai pu continuer à travailler à chaque fois. Enfin, hormis l'après-ponction, qui était physiquement plus compliqué pour moi, et ça s'est toujours très bien passé. Donc, pour moi, la période compliquée, c'est vraiment l'échec de l'annonce. L'échec de l'annonce, les échecs répétés qui, mine de rien, usent et minent à chaque fois. Et voilà, pour moi, c'est vraiment le plus difficile à vivre dans ce parcours. Et en quoi tu as puisé, auprès de qui ou en quoi tu as puisé la force à chaque fois pour repartir? Parce que quand t'as un échec, c'est dur, mais t'en as qui veulent pas revivre ça. Parce que toi, tu l'as vécu quand même plusieurs fois d'affilée. Et est-ce que c'est toujours cette volonté de devenir maman qui t'a poussée, ou est-ce que Marc? Les deux, on a toujours été hyper soudés dans les difficultés de la PMA. Ça n'a jamais été source de conflit, à aucun moment. On a toujours été très soudés, un couple très soudé là-dessus, parce que c'est des épreuves il y a des couples qui se séparent beaucoup, en parcours de PMA, parce que c'est dur, c'est très compliqué. Nous, ça n'a jamais été source de conflit, on a toujours été soudés, et voilà. Et après, j'ai puisé des ressources sur moi en moi-même. Je suis quelqu'un qui arrive à... comme je te disais tout à l'heure, je vais descendre très bas, mais très vite remonter. J'arrive à me satisfaire de choses simples de la vie et relativiser assez facilement les choses. Encore plus facilement maintenant que j'ai Léonie. C'est vrai que les échecs étaient durs dans ce deuxième parcours, mais quand on a une petite fille, qui grandit, qu'on voit grandir, qu'on aime, et enfin c'est vrai que du coup on remonte vite. On remonte vite, et puis voilà, non, je me suis jamais laissée abattre, et même s'il y a eu des moments
des moments très durs. Mais la deuxième fois, les échecs étaient tout aussi durs, mais par contre, je pense que je remontais la pente plus vite et... Oui, parce que comme tu dis, t'as Léonie, t'as ta vie derrière, c'est différent. Tu peux te concentrer sur autre chose. C'est ça. Parce que c'est ça aussi, ouais. Et puis voilà, puis on relativise les choses, et puis on fait un métier où on voit aussi des choses compliquées, des histoires de vie difficiles, et puis des fois, voilà, on relativise en se disant, bon, ok, j'ai un parcours qui a été compliqué, qui a été dur, mais j'ai la chance déjà que ça ait marché. Et puis il y en a qui vivent des choses tellement, tellement plus difficiles et douloureuses que, voilà, on relativise. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Bon, bien, on va terminer ce joli podcast. Merci beaucoup, Perline. Merci à toi, Lucie, d'avoir été là à mon micro. Et un petit message pour toutes ces mamans, pour toutes ces femmes qui traversent ce parcours d'infertilité et qui sont en ce moment ou qui ont vécu la PMA. Il faut vous accrocher. Voilà, restez forte, ayez confiance en vous, en votre force. Et dites-vous que ça peut prendre beaucoup de temps, comme Perline, qui a mis pour Léonie presque 7 ans, ce qui est très long. Mais au bout, il y a eu ce joli positif. Mais en tout cas, faut aller au bout et y croire. Et y croire parce que même dans des moments où moi j'y croyais plus, où on n'y croyait plus, ça fonctionne. Donc croyez en vous, ayez confiance aussi à l'accompagnement médical. Le petit bonheur peut être au bout de ce chemin. Voilà. Merci en tout cas. Merci Lucie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note de 5 étoiles et à vous abonner à notre podcast. Votre soutien nous aide à continuer de partager ces histoires de femmes incroyables. Partagez également avec vos amis pour que notre communauté grandisse. Et abonnez-vous à notre page Instagram Capsule Event. À très bientôt pour un nouvel épisode.